Bien bonjour, dans cet exercice, on cherche à déterminer l'expression du champ électrostatique créé par une couche qui possède une charge électrique volumique en volume uniforme, qu'on appelle ρ pour la suite. Et on suppose que en fait, cette charge est répartie dans une couche qui est infinie selon les directions x et y et qui a une épaisseur E selon z et qu'elle est centrée autour de l'origine O, donc plus E sur 2 et moins E sur 2. Donc on a comme une immense couche horizontale d'épaisseur E et indéfinie selon X et Y. Alors si on veut trouver le champ électrique, la distribution présentant une certaine symétrie, on pense utiliser le théorème de Gauss. Donc pour faire ceci, il faut déjà commencer par déterminer les caractéristiques du champ électrique. On commence bien évidemment par les symétries pour trouver dans un premier temps la direction. Alors, on observe pour ceci, on prend un point M quelconque de l'espace, donc je prends un point M, repéré par ses coordonnées x, y, z en cartésienne. Et j'observe que le plan π1, qui est ici, qui est le plan qui contient M, qui contient l'axe y qui viendrait vers nous et l'axe uz vers le haut, est un plan de symétrie de la distribution, car la distribution est infinie, selon x. Et en conséquence, donc ce plan est un plan de symétrie. On a un second plan de symétrie qui passe par M. C'est par exemple le plan π2 qui contient le point M et qui est construit à partir des directions UX, donc vers la droite, et UZ vers le haut. Et ces deux plans sont des plans de symétrie. Donc le champ électrique doit être au point M, doit être contenu dans ces deux plans. Donc nécessairement, le champ électrique en M doit être contenu à la fois dans π1 et à la fois dans π2, donc dans leur intersection. Et l'intersection commune à π1 et à π2, c'est la direction uz. Donc a priori, le champ électrique avait potentiellement trois composantes, mais il en reste une seule, qui est la composante selon z. Et cette composante selon z, pour l'instant, dépend a priori des trois coordonnées d'espace x, y et z. Donc voilà pour la première étape. Maintenant, du fait des invariances, on va pouvoir faire tomber certaines dépendances sur x et y. Donc deuxième étape, je constate que la charge volumique est la même en tout point de la couche, que je me déplace sur x et sur y. Donc il y a une invariance de cette distribution de charge selon toute translation, selon la direction ux ou la direction uy. Ce qui fait que finalement, le champ électrique qui a priori dont la composante dépendait a priori des trois coordonnées d'espace, en fait, du fait de ces invariances, selon x et selon y, on peut faire tomber la dépendance en y et z, et on obtient finalement que le champ ne dépend finalement que de la coordonnée z. Donc voilà pour ce premier résultat. Et on peut par ailleurs compléter l'idée, on verra pourquoi par la suite. On repère en fait que, donc pour l'instant j'ai bien utilisé un point M quelconque parce que j'ai besoin de trouver le champ électrique dans tout l'espace. Et maintenant je voudrais trouver une relation entre le champ électrique en un point M d'affixe Z et le point M opposé par rapport au plan X ou Y. Alors je constate que le plan horizontal X ou Y est à nouveau un plan de symétrie de la distribution des charges. Et donc, si c'est un plan de symétrie de la distribution des charges, on sait que c'est aussi un plan de symétrie du champ électrique. Donc, je sais que le champ électrique au point Z, c'est le symétrique par rapport à ce plan que j'ai appelé π3 du champ électrique en moins Z. Or, le champ électrique en Z peut s'écrire E de Z uz, d'après ce qu'on a vu précédemment. Et si je prends le symétrique du champ électrique en moins z qui s'écrit E de z en moins z u de z par rapport à π3, et on voit bien que si on opère la symétrie par rapport à ce plan π3, eh bien un vecteur qui serait un vecteur comme ceci, qui serait un vecteur type uz, est renversé par la symétrie en un vecteur opposé moins uz. D'accord? Donc si j'opère la symétrie, ici, j'aurai donc que ça me fait donc E de Z en moins Z, et le symétrique par rapport à π3 de uz vaut en fait moins uz. Et donc maintenant, en comparant les deux égalités, j'arrive au fait que E de Z en Z, uz,
ça fait moins EZ en moins Z UZ. Et l'égalité vectorielle implique forcément l'égalité sur les composantes. Donc E de Z de Z, ça vaut moins E de Z en moins Z. Dit autrement, pour dire les choses plus simplement, le champ électrique est une fonction impaire de Z, comme indiqué ici. Bon, ça se voit assez facilement en fait. On peut faire comme ceci, et si on a un peu de mal à faire comme ceci, on peut simplement comprendre que s'ils sont des charges positives, les charges positives vont forcément créer au-dessus du plan un champ électrique vers le haut, et ces mêmes charges positives créeront un champ électrique vers le bas en dessous. Donc on a forcément le champ électrique qui est retourné à la traversée de la couche. Donc en fait le E de Z égale E de moins Z peut aussi être compris, que E de Z égale moins E de moins Z peut être aussi compris comme cela. Voilà. Donc là, on a toutes les caractéristiques du champ électrique, hein, partant d'un champ électrique qui avait normalement trois directions, trois composantes, chacune des composantes dépend des trois directions d'espace. On est réussi à retomber en fait à un champ électrique beaucoup plus simple qui dépend que d'une seule coordonnée d'espace qui est selon UZ et qui a une propriété de parité indiquée ici. Alors maintenant, pour déterminer le champ électrostatique, on va bien sûr appliquer un théorème de Gauss. Donc avant d'appliquer le théorème de Gauss, maintenant qu'on a la forme du champ électrique, il s'agit de choisir une surface adaptée. Donc je vous rappelle que pour appliquer le théorème de Gauss, il s'agit de choisir une surface de Gauss sur laquelle le flux est particulièrement simple à calculer. Donc là, on va assez rapidement comprendre l'idée. On va choisir une surface de Gauss qui est en fait un cylindre, si vous voulez. Donc la forme exacte de la surface supérieure n'a pas tellement d'importance. On pourrait tout aussi bien prendre une forme plus ou moins quelconque tant qu'elle est plane sur la partie supérieure. Et puis ensuite avoir des directions comme ceci verticales. Et ça marcherait tout aussi bien, d'accord. Bon, l'habitude est qu'on prend plutôt une surface supérieure, soit un rectangle, soit un disque, pour former un cylindre, on va dire, simple, mais ce n'est pas une obligation en toute rigueur. Alors pourquoi on prend cette surface? Eh bien parce que en fait on va soit se trouver à Z fixé, donc sur les parties supérieures et inférieures on est à Z fixé. Or on sait que le champ électrique ne dépendant que de Z, nous aurons une seule expression pour le champ électrique sur ces surfaces-là, donc le calcul du flux sur cette surface sera élémentaire et ne fera apparaître qu'une seule valeur du champ électrique. D'autre part, j'aurai bien sûr une seconde valeur du champ, le champ électrique en moins Z, mais grâce à cette propriété de parité présentée précédemment, eh bien en fait je pourrais facilement relier le champ électrique en moins Z ou le champ électrique en Z, donc je n'aurai en fait qu'une seule inconnue. Et sur les parties où le champ électrique varie, donc effectivement E dépend de Z, donc quand je referme ma surface fermée, donc je prends le disque supérieur, le disque inférieur, et je referme par une surface latérale. Et en fait sur tous les points de cette surface latérale, le champ électrique est perpendiculaire au vecteur surface. Je remonte la surface vers l'extérieur. Donc forcément, la partie latérale fera forcément 0. Donc au final, j'aurai les calculs des surfaces horizontales sur lesquelles le champ électrique a une unique valeur. Et sur la partie latérale où le champ électrique pourrait varier, le produit scalaire assurera que ces parties ne comptent pas dans le calcul. Et on aura bien la valeur du champ électrique en une seule valeur Z, c'est ce que l'on souhaite. Donc pour le calcul complet maintenant, mais c'est bien la forme du champ électrique qui implique la forme de la surface. Donc maintenant pour le calcul complet, donc je fais le calcul à travers la surface sigma, qui est ici par exemple, donc soit celle-ci, soit celle-là, peu importe pour l'instant. Et je décompose en trois parties, donc j'aurai l'intégrale double sur sigma, on va dire supérieur, de E scalaire ds, plus l'intégrale double de sigma inférieur sur E scalaire ds, donc la partie bas, plus l'intégrale double de E scalaire ds sur sigma latéral. Donc comme on l'a indiqué ici, d'accord. Là, les deux vecteurs vont être perpendiculaires. Donc on aura E qui sera perpendiculaire au ds, que je peux appeler ds latéral. Et donc dans ce cas-là, eh bien, on aura forcément ce terme-là qui fera 0. Maintenant, je me concentre sur les autres termes. Donc, ce premier terme, va s'écrire l'intégrale double de sigma supérieur. Alors, ça sera EZ en Z UZ. Scalaire le ds, ici ce sera en fait le ds supérieur, d'accord, qui vaut ds, qui serait la norme de ce petit élément de surface UZ, plus l'intégrale double de sigma inférieur de E de Z en moins Z,
uz scalaire moins ds uz. Ça c'est le sigma inférieur, et on voit que le sigma inférieur il est vers le bas, donc il vaut moins ds uz. Et donc finalement ce flux sigma il vaudra donc eh bien, le premier terme. Donc je suis à z fixé sur le premier terme, donc je peux sortir ez de z de l'intégrale fois l'intégrale double de tous les ds de la partie supérieure, eh bien ça fait une certaine r que j'ai appelée s ici. Donc vous voyez que la forme exacte n'intervient pas vraiment une fois qu'on a sorti le e de z de l'intégrale, donc fois ce s. Et là alors maintenant ça va me faire plus quoi? Donc le champ électrique en moins z, ez en moins z, fois le moins qui est ici, donc j'ai un moins, et l'intégrale double des ds refait bien à nouveau la surface S. Je ne vais pas signaler, mais bien sûr les uz scalaire uz et uz scalaire uz font 1 parce que le vecteur est unitaire. Et enfin, il ne reste plus qu'à utiliser le fait que E de Z c'est moins E en moins Z c'est E en Z, grâce à la parité qu'on a trouvée tout à l'heure, le caractère impair de la fonction. Et donc finalement, les moins se simplifient et j'arrive à 2EZ en Z fois la surface. Voilà pour l'expression du flux. Alors on pouvait aller un peu plus vite, simplement en faisant remarquer que, vous voyez ici, sur ce terme-là, vous avez les deux vecteurs qui pointent vers le haut, et sur le terme qui est là, vous avez les deux vecteurs de même norme, mais qui pointent vers le bas. Donc on voit bien qu'il y a deux signes moins, là il y a deux signes plus, et là il y a deux signes moins. Donc il est évident qu'on pouvait aussi dire dès le départ que les deux étaient égaux, d'après cette petite remarque avec un schéma bien précisé. On avait forcément deux fois l'intégrale sur le sigma supérieur de E scalaire ds, ce qui permet de gagner un petit peu d'étapes de calcul sans faire ce double étape de moins. Mais si vous passez par ces étapes-là, il faut bien expliquer où se trouvent les moins. Dans tous les cas, il y a une étape ici pour expliquer ce facteur 2 en termes des directions des champs électriques des vecteurs surface qu'il ne faut pas manquer. On peut faire plus ou moins long, mais enfin, il faut bien l'expliquer. Donc voilà pour l'expression du flux du champ électrique à travers cette surface fermée. Et maintenant, le théorème de Gauss nous assure que le flux du champ électrique à travers cette surface fermée orientée sortante vaut la charge intérieure sur epsilon 0. Donc deux situations vont se présenter. Soit la surface de Gauss englobe totalement une partie de la couche et dépasse cette couche, c'est-à-dire que si le Z est supérieur à E sur 2, ou alors le Z peut être inférieur à E sur 2, et dans ce cas-là, on est à l'intérieur totalement de la couche. Donc je vais commencer par traiter le cas de gauche, et vous voyez que dans le cas de gauche, vous allez forcément inclure la totalité de l'épaisseur. Donc il ne faudra bien sûr pas intégrer sur Z, parce qu'au-delà de Z égale plus ou moins E sur 2, vous n'avez plus de charge électrique. Donc quand vous allez compter les charges, il faut bien sûr les compter dans cette zone qui est ici, d'accord, et pas au-delà. D'accord. Donc en conséquence, quand je calcule la charge intérieure, eh bien j'ai donc la charge intérieure, la charge intérieure dans ce cas-là, qui est égale à la charge volumique fois le volume, et c'est donc la section S fois l'épaisseur qui vaut ici E. Parce que d'accord, vous avez cette hauteur-là qui vaut E, et après il n'y a plus de charge. Donc en fait le volume continue bien si vous voulez, mais avec une charge nulle, donc ça ne contribue pas à la charge. Donc voilà pour la charge totale. Et donc dans ce cas de figure, on a donc 2EZ fois la surface qui vaut 1 sur epsilon 0 fois ρ fois S fois E. On voit que dans ce premier cas de figure, eh bien, pas comme toujours, les sections vont se simplifier et on arrive bien sûr au résultat qui est ici, que E de Z en Z, pour les Z supérieurs à E sur 2, ça vaut ρe sur 2 epsilon 0. Maintenant, si on fait le cas intérieur, il faut juste faire attention au fait que la charge intérieure dans ce cas-là, eh bien, il faut s'arrêter en Z. Donc ici, vous allez avoir, il faut faire un petit peu attention, il ne faut pas se tromper. Ici, d'accord, la hauteur qui est ici, cette hauteur-là, on va de Z à moins Z, donc il y a bien 2Z d'épaisseur. D'accord, ne pas se tromper sur le facteur 2.
Et donc j'ai une masse volumique, une charge volumique ρ, pardon, fois une section S et fois une épaisseur 2Z. Et donc en reportant, ça me fait que 2EZ, 2Z fois la surface égale 1 sur epsilon 0 fois ρ fois S fois 2Z. Et là, on peut aussi simplifier les deux dans ce cas-là. Voilà. Et après, si on regroupe tout, on arrive sur l'état. Donc finalement, on a trouvé le champ électrique à l'extérieur pour les Z positifs. On a trouvé le champ électrique à l'intérieur entre Z égale 0 et E sur 2, qui a cette forme-là. Et pour trouver les... Il ne faut pas tout recommencer pour les Z négatifs, il faut simplement utiliser le caractère impair du champ électrique. Alors il m'arrive d'écrire E, enfin, parfois j'écris E, parfois j'écris E indice Z, enfin c'est la même chose. Vu que le champ n'a qu'une seule composante, bon, on peut ou pas indexer la composante par un Z, c'est assez clair cependant. Et donc maintenant, si on fait le tracé, on constate que le champ électrique à l'intérieur est une fonction linéaire, donc, et qui atteint, et on voit bien qu'en Z égale E sur 2, si je prends cette formule-ci et que je l'applique en Z égale E sur 2 moins, je retrouve la valeur en dehors, ρ E sur 2 epsilon 0. Et ensuite, sorti de la couche, le champ électrique est uniforme. Donc voilà, cette partie-là, la première partie qui est ici, elle vient de cette formule qui est ici. La deuxième partie qui est là, elle vient de cette seconde formule qui est ici. Et puis la troisième partie, c'est-à-dire ici et là, elle est obtenue par le caractère impair du champ électrique. Alors notons un point très important, c'est qu'on a bien la continuité, d'accord? Si vous appliquez la formule en Z égale E sur 2 ou Z égale moins E sur 2, vous avez la continuité du champ électrique. Et en fait, ceci est dû à la raison, point suivant, c'est qu'il y a absence de charge surfacique. Et on sait que c'est la présence de charge surfacique qui peut créer une discontinuité de champ électrique. Là, il n'y a que des charges en volume. Tant que vous avez des charges en volume, les champs électriques seront toujours définis en tout point de l'espace et continus. Donc ça permet de retrouver, vous voyez, si vous n'aviez pas fait attention au facteur 2Z ici, si vous étiez un petit peu emmêlé entre le 2Z ici et le E qui est ici, vous n'auriez une discontinuité et vous auriez dû vous en rendre compte. Parce qu'en fait, avec des charges en volume, vous ne pouvez pas avoir de discontinuité du champ électrique. Donc ça aurait dû vous mettre sur l'idée d'une erreur. Alors on peut terminer par une dernière étape. On peut retrouver un résultat de cours qui est qu'en fait, si on prend cette couche, donc, qui a en fait, elle est en toute rigueur infinie, mais enfin, elle s'arrête bien quelque part, donc une section S grande, suffisamment grande, on va y revenir sur ce que j'entends suffisamment grande dans un instant, mais et ce qu'on fait, c'est qu'on l'écrase. Donc en écrasant la couche, on obtient en fait comme un plan, d'accord? Mais ce qu'on fait, c'est que lorsqu'on fait ceci, on va supposer que la charge se conserve. C'est comme si vous avez une sorte de pâte de pizza et que vous l'écrasez, vous avez toujours la même quantité de pâte de pizza, mais plus écrasée. Mais il y a toujours la même masse. Donc ici, pour retrouver la relation entre la charge volumique et la charge surfacique, il suffit de dire simplement que la charge totale, c'est soit dans le cas de volumique ρ fois E fois une certaine surface, et que dans le cas surfacique, c'est sigma fois S. Mais dans les deux cas, la charge totale est la même. On n'a pas perdu de deux charges. Et donc on voit forcément que immédiatement, en simplifiant les S, on obtient la formule de la charge surfacique qui correspond à la charge volumique associée. Et dans ce cas-là, si on reprend la formule, en fait, ce qu'on va avoir, c'est que il n'y aura plus d'intérieur, en fait. Vu qu'on réduit, en fait, la couche à sa plus simple expression, un plan, on sera toujours... Z, dès qu'il sera positif, il sera supérieur à l'épaisseur qui est nulle, et dès que Z sera négatif, on sera en dessous. Donc ce cas-là ne se présentera plus. Et donc finalement, on aura deux cas de figure, soit pour tous les Z qui seront strictement positifs, alors on aura la formule, on applique la formule qui est ici, vous voyez, E de Z de Z, ça vaudra ρ E sur 2 epsilon 0, c'est-à-dire dans le cas de figure sigma sur 2 epsilon 0, parce qu'on a remplacé ρe par sigma, et quel que soit z inférieur à 0, vu que la fonction est toujours impaire, ça c'est bien en z, mais pour les z négatifs, on aura moins sigma sur 2 epsilon 0. Donc il n'y a plus que deux valeurs pour le champ électrique, on ne peut être qu'au-dessus et en dessous du plan. Donc maintenant, j'ai reporté la forme initiale en pointillé, et maintenant, vous voyez, pour les z strictement positifs, j'aurai la valeur qui vaudra sigma sur 2 epsilon 0, mais qui est la même valeur précédemment,
Et pour les z négatives, vous avez sigma sur 2 epsilon 0. Et vous avez ici la présence d'une discontinuité. Donc vous avez ici la présence d'une discontinuité qu'on peut élaborer, d'accord? Parce que si on fait E en z égale 0 plus moins E en z égale 0 moins, donc c'est-à-dire juste au-dessus et juste en dessous, on trouve sigma sur 2 epsilon 0 uz moins sigma sur 2 epsilon 0 uz, et on retrouve ce facteur de discontinuité qui apparaît systématiquement pour le cas d'une charge surfacique, qui est sigma epsilon 0 fois la normale locale qui vaut ici uz. Voilà. Et donc en fait il n'y a pas à se poser la question, donc le champ est discontinu en z égale 0, il n'y a pas à essayer de le définir, vous ne pouvez pas définir un champ en z égale 0, vous pouvez définir un champ pour les z strictement positifs, un champ pour les z strictement négatifs, mais pas le cas en z égale 0. Voilà. Alors, voilà, mais simplement ça c'est dû à la modélisation qu'on fait d'un modèle surfacique. Donc ce modèle surfacique présente une discontinuité avec un champ électrique qui est discontinu à la traversée, et on retrouve le résultat du cours. Alors, c'est pour ça que j'avais choisi quelques remarques pour terminer. C'est pour ça que j'avais préféré prendre. On peut faire l'exercice pour la charge volumique en arrêtant la surface de Gauss en z égale 0. C'est une possibilité. Simplement, si cette possibilité fonctionne dans le cas volumique, elle ne marcherait pas. Vous voyez, vous ne pouvez pas, dans le cas surfacique, prendre une surface de Gauss qui s'arrêterait sur le plan parce que le champ n'est pas défini en z égale 0, et vous auriez une difficulté qui se présenterait. Donc l'avantage de prendre cette surface de Gauss symétrique, c'est qu'elle fonctionnement, enfin ça marchera à la fois pour le cas des couches volumiques, aussi bien que des plans surfaciques. Voilà. Alors enfin, le dernier point, c'est que bien sûr une distribution vraiment infinie selon x et y n'existe pas, mais ce que l'on peut supposer, c'est que on peut supposer que bien finalement l'idée reste valable si vous considérez que, si vous voulez, vous avez une certaine couche qui est ici, qui a certaines dimensions, par exemple une dimension grand L, et l'idée c'est de se positionner à une hauteur h qui est petite devant grand L. Donc en fait, tant que vous supposez que vous placez à une hauteur h qui est petite devant grand L, vous pouvez quasiment faire l'approximation d'une couche infinie pour les calculs. Voilà ce qu'on pouvait dire sur cet exercice. Encore une fois, bien commencer par l'étude des symétries, des invariances, bien dans cet ordre. Ensuite, les caractéristiques du champ électrique doivent vous guider vers le choix de la surface de Gauss. On calcule bien le flux en expliquant bien chacun des termes pour les simplifications qui ont lieu. On a bien ici une surface fermée, donc l'intégrale double fermée, alors que là ce sont des surfaces non fermées, donc il n'y a plus le symbole, disons, de fermeture. Et ensuite on applique le théorème de Gauss avec deux situations à considérer ici. Le champ électrique qui sera contenu dans un modèle volumique qui peut permettre d'éviter certaines erreurs de calcul, et ensuite le cas limite du plan chargé en surface dans lequel il y a une discontinuité et donc il n'y a plus à essayer de trouver le champ électrique en surface car il n'est pas défini. Voilà ce qu'on pouvait dire pour cet exercice. Je vous remercie.